Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous en direct sur RT France, 43e jour de mobilisation et personne qui lâche, à part évidemment l'âge pivot voulu par la CFDT, mais sur le reste, on semble vraiment déterminé à tenir ses positions. Quelle est votre réaction? Mais parce que, en même temps, la situation appelle à ce que la mobilisation reste forte. En vérité, l'ensemble du projet de loi et de la stratégie du gouvernement est resté intact. Et le gouvernement, M. Édouard Philippe, a essayé de faire un espèce de coup de bonneteau en faisant croire qu'il reculait temporairement sur l'âge pivot. Mais le texte transmis au Conseil d'État contient, sous la forme de plusieurs articles, plusieurs mentions de l'âge d'équilibre, ce qui est exactement la même chose. Et de toute façon, ce qu'il a annoncé ne concernerait qu'une partie des générations concernées par les retraites. Bref, en vérité, le sens même et ce qui est inscrit dans le texte de loi amène et confirme l'opposition nécessaire à cette réforme avec, par exemple, des incitations à développer la capitalisation, l'épargne retraite. Et puis, on le sait, en vérité, il va y avoir par le système par répartition des retraites plus faibles et les gens vont être obligés à travailler plus longtemps pour pouvoir avoir des retraites dignes. Donc voilà, le système à point, c'est un système de régression sociale et voilà pourquoi est-ce que je pense des dizaines de milliers de personnes étaient encore mobilisées aujourd'hui et surtout une majorité de la population soutient la mobilisation et ne croit pas à toute la propagande gouvernementale qu'on entend depuis des mois et qui montre surtout en fait leur incompétence parce qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à expliquer comment on va prendre en compte les secteurs précaires, comment on va savoir son niveau de retraite, enfin tout ça, ils s'embrouillent parce que en fait c'est un espèce de jeu de dupes et au final. Comme le disait la CGE, il manque véritablement peut-être une étude d'impact. C'est ce que souhaitent clairement aujourd'hui les Français. Parce que je pense que les Français, enfin je ne sais pas moi qui le pense d'ailleurs, c'est les sondages qui le disent, ils ne sont pas contre une réforme pour la majorité d'entre eux en tout cas, mais ne savent pas là en l'occurrence à quelle sauce ils vont être mangés. C'est vraiment ce qui manque aujourd'hui selon vous? Mais pas seulement, parce que tout le monde va être pour une réforme, pour améliorer les choses. Si on vous dit, est-ce que vous voulez un système universel? Alors l'universel, l'universel, c'est des droits en plus, et nous sommes pour l'universalité. Donc si vous présentez les choses comme ça va être plus juste, plus équitable, bien sûr. Mais c'est un mensonge flagrant parce que déjà le système, il a été réformé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Donc ce n'est pas vrai qu'on aurait un système qui serait le même qu'en 45. Ce n'est pas vrai. Nous pensons qu'il a été réformé au cours des dernières années de manière négative parce que c'est une des raisons pour lesquelles le niveau de pension a baissé globalement, mais il y a eu des réformes avant et qui vont dans le même sens et le gouvernement actuel s'inscrit d'ailleurs dans le sens de ces réformes. On explique qu'il va y avoir un déficit prévisionnel. Mais pourquoi ? Parce que justement les politiques qui sont menées, notamment par exemple la réduction du nombre de fonctionnaires qui font partie de ceux qui cotisent le plus en nombre et aussi en taux, va amener effectivement à terme à une réduction. Donc ce sont les politiques même de réduction de la masse salariale, d'exonération de cotisations sociales qui créent le déficit. Donc ça, on ne l'explique pas. Et puis, je pense que ce qu'a révélé aussi le mouvement des Gilets jaunes depuis un an, c'est que même si notre système permet d'avoir le taux de pauvreté des seniors le plus faible en Europe. Donc le système par répartition permet ça quand même, malgré les attaques qu'il a subies. Eh bien, justement, à cause des réformes précédentes, on a des situations où on a passé toute sa vie à travailler, souvent très dur, avec des paaies modestes, on a pu être au chômage et on se retrouve ensuite à la retraite avec des revenus sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une situation intolérable. Donc tout le monde voudrait réformer ça aujourd'hui, pour que ça aille dans le meilleur sens. Comment on s'en sort? Parce qu'on a le sentiment quand même si vous l'avez dit, on l'a dit, 60% des Français soutiennent ce mouvement. On a quand même aussi le sentiment d'une France divisée. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Parisiens notamment, qui souffrent de cette grève, les commerçants, la SNCF qui
perd pas loin du milliard, nous dit son patron aujourd'hui. Alors le Point, ça va vous faire sourire évidemment, hein. C'est un journal forcément engagé à droite. Comment la CGT ruine la France, c'est la une du Point cette semaine. Il n'empêche, on s'en sort comment pour arrêter ça? Vous allez me dire le retrait du projet, mais vous savez que le gouvernement ne va pas le faire a priori. En tout cas, il semble camper sur cette position. Oui, mais c'est la seule solution. Excusez-moi. D'abord, je rappelle que la grève coûte d'abord à ceux et celles qui la font. Vous savez, d'abord, franchement, aujourd'hui, il y a des gens qui risquent de recevoir des feuilles de paye avec 0 €. 0 €. C'est souvent des secteurs, c'est la majorité de ces personnes qui ont des paies modestes. Quoi qu'on en dise et ce qu'on dise sur les soi-disant privilégiés de la SNCF, etc. Donc voilà, 40 jours, c'est historique dans l'histoire des mouvements sociaux, mais c'est d'abord dur pour ces personnes. Et puis oui, effectivement, la grève bloque en partie l'économie. Et c'est pour ça que ça fait un rapport de force. D'ailleurs, les soi-disant concessions, là, l'espèce d'enfumage qu'a essayé de faire monsieur Philippe, c'est aussi parce qu'il y a un rapport de force et une pression. Et c'est parce qu'il y a eu ce rapport de force et une pression qu'on a fini par comprendre qu'il y avait la capitalisation derrière et BlackRock, et que c'est ça aussi qui fait que on se rend compte, et je pense une majorité de gens se rendent compte aujourd'hui, qu'il y a un loup dans cette réforme et que ce n'est pas tenable. Donc oui, le point de départ, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ pour qu'on discute de comment on réforme pour aller vers le mieux vivre pour tous et toutes, comment on rend notre système solidaire encore plus égalitaire. Le début de ces discussions sera possible quand le gouvernement aura retiré ses réformes. Et puis ça s'appelle les mouvements sociaux, ça s'appelle la démocratie, c'est du rapport de force. Certains ont dit jusqu'au bout, nous ne céderons pas, et on finit par céder, parce que il y a aussi quand même le sentiment, en tout cas jusqu'à présent, chez des responsables politiques, de se rendre compte qu'on ne peut pas gouverner contre son peuple. On ne peut pas gouverner. Jean-Luc Mélenchon, chez vous, souhaite une motion de censure qui a été dans la foulée rejetée d'ailleurs par le PS et par le PCF. Vous tombez de l'arbre, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit, vous aussi, qu'ils aient rejeté cette motion de censure? C'est un peu surprenant de la part de nos camarades du Parti communiste. C'est peut-être aussi leur stratégie d'alliance à venir qui les contraint. Mais je pense que c'est surtout une erreur de leur part à eux. De la part du Parti socialiste, c'est un peu... malheureusement pas très surprenant, parce qu'en vérité ils sont d'accord avec le système de retraite par poids. Ils ont proposé leur propre système mais qui n'a rien à voir même avec celui proposé par le gouvernement. Et la présidente du groupe socialiste a indiqué, s'est exprimée dans plusieurs médias en disant ils ne le feraient pas comme ça, mais en fait... voilà, la retraite à points, ça leur va bien quand même. Et donc, oui, je pense que leur vision politique fait qu'ils ne veulent pas aller sur les 60 ans, le départ à 60 ans quand même. Oui, Vous êtes plutôt d'accord à ce niveau-là? Nous, on a un programme, on a proposé un contre-projet. Mais au-delà, je pense que y compris tactiquement, c'est une erreur. C'est en ce moment même où la pression menée par la grève est à son maximum que nous devrions, nous en tant que parlementaires, là où nous sommes, aider à ce mouvement en expliquant qu'effectivement nous sommes opposés à ce texte et donc on censure le gouvernement, mais ça fait partie des procédures parlementaires. Donc les raisons invoquées ne tiennent pas en vérité. On en est, vous l'avez dit, à plus de 40 jours de grève. C'est historique. Et on accepterait, nous, parlementaires, de faire comme d'habitude et d'accepter et de commencer à débattre d'un texte alors qu'on est en désaccord, et alors que fondamentalement, c'est aussi un projet de société qu'on remet en cause. La retraite par capitalisation, cette logique de dire, en fait, chacun pour soi, alors que ce qui marche et ce qui aide et ce qui a aidé notre système depuis 1945, c'est le tous ensemble et on partage. Ben oui, c'est ça aussi qu'on devrait expliquer dans cette motion de censure. Nous espérons que nos collègues vont revenir, eux, à la raison et se rendre compte que c'est justement le moment où il faudrait mettre le maximum de pression sur le gouvernement avant que le texte soit débattu, parce qu'on sera entraîné là dans la logique et la mécanique institutionnelle de faire des amendements, et du coup ce sera d'une certaine manière leur avoir concédé la légitimité de porter ce débat alors qu'il ne devrait pas avoir lieu. Autre thème sur lequel je voulais vous faire réagir, sinon j'aurais pas le temps d'aborder tous les thèmes que je souhaitais, les violences policières. Emmanuel Macron qui, alors je sais pas, on va voir votre interprétation. Est-ce que selon vous il a fait un pas vers les victimes, Emmanuel Macron, une forme de mea culpa dans ces
déclarations de ces derniers jours, plus de déontologie de la part de la police, prise de conscience, vous y croyez? Je pense qu'il y a un mélange d'irresponsabilité, de mensonges et de lâcheté dans ce que j'ai entendu, pas simplement d'Emmanuel Macron, mais de membres du gouvernement. Moi, je ne les ai pas entendus citer une seule fois le nom de Zineb Redouane, le nom de Steve Canico, le nom de Cédric Chouviat, le nom de Ibrahim Ba. Je ne les ai pas entendus une seule fois annoncer qu'ils se rendraient auprès des familles et qu'ils présenteraient leurs condoléances aux familles et qui s'excuseraient et assumeraient la responsabilité politique de ce qui a conduit à la mort de ces personnes. C'est quelques noms, mais je pourrais parler... De vouloir améliorer la déontologie, c'est pas un début quand même d'aveu? Écoutez, encore une fois, nous, depuis plus d'1 an, ça fait plus d'1 an que ça dure, on vit dans ce pays un tournant extrêmement grave où, après la débâcle Benalla, le gouvernement s'est défaussé sur la hiérarchie policière. Et puis face à la contestation sociale, ils ont choisi et ils ont assumé, et ils l'ont assumé encore jusqu'à dernièrement, une stratégie d'organisation du désordre. Parce que pour moi, ce n'est pas du maintien de l'ordre. De réprimer, d'essayer de faire taire la contestation sociale par la violence. Et c'est pour ça qu'ensuite, vous avez des éléments les plus extrêmes. Parce que heureusement... On n'en est pas au point où c'est toute la police, mais il y a un cadre général, il y a une doctrine. Et quand M. Lallemand, le préfet de police, assume de ne pas être dans le même camp qu'un citoyen, assume, y compris, de désigner les manifestants et manifestantes comme des ennemis, il prend parti, il ne prend pas le parti de l'ordre républicain, il prend le parti d'un ordre policier qui défend un régime, qui défend une coterie, qui défend la Macronie. Et ça, c'est inadmissible. Et surtout... Jusqu'à présent, vous avez quand même des membres de ce gouvernement qui nient l'existence même de violences policières. Vous avez M. Macron qui a enfin, ça c'est la Macronie caractérisée, qui explique qu'il y a des violences, par exemple, contre les journalistes, mais que c'est surtout le fait des manifestants. Alors que quelques jours encore, il y a encore quelques jours, un de vos confrères se trouvait arrêté et amené dans un commissariat. Il est relâché 24 heures plus tard sans aucune charge. Alors que plusieurs de vos confrères ont fait des signalements auprès de l'IGPN. Et que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune procédure. Il y a un cynisme qui est absolument, que je trouve moi absolument écœurant. Et encore une fois, nous l'avons demandé, nous le redemandons, la démission de M. Lallemand, le préfet, qui dirige aujourd'hui cette stratégie, et de M. Castaner, qui s'est montré totalement incapable. On est quand même, et je finis là-dessus, mais oui. Il y a aujourd'hui une organisation corporatiste de la police qui, depuis plusieurs mois, menace des avocats, menace des journalistes, menace des partis politiques d'opposition, et aujourd'hui on vient même à menacer d'une certaine manière le ministère de l'Intérieur. Voilà ce qu'ils ont créé. Ils ont créé ce monstre-là. Et donc, non, je ne me laisserai pas enfumer par les discours ambivalents. Je crois qu'il y a, pour les personnes qui sont mortes, pour Zineb Redouane, Steve Canico, Ibrahim Ba, pour toutes ces personnes, dernière chose, Daniel Obono, il faut des excuses et des démissions pour répondre à ça. Un sondage aujourd'hui qui a attiré mon attention, la cote de confiance malgré tout ça, d'Emmanuel Macron. Alors elle est pas brillante, c'est 32% de Français qui lui font confiance, mais tout de même en hausse de 2 points en janvier. Et parmi cette hausse, il progresse notamment, vous allez peut-être être étonnés, je ne sais pas si vous l'avez vu, auprès de vos électeurs, en tout cas les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, +6. Comment vous expliquez ça, Écoutez, moi je ne m'explique pas ces sondages qui depuis des mois nous expliquent qu'ils progressent en restant à 70%, à plus de 70%. C'est intéressant que ça progresse aussi chez les électeurs du premier tour. Oui, mais franchement, écoutez, franchement, voilà, c'est vraiment un sketch permanent, cette histoire de sondage sur l'impopularité, parce qu'on présente ça en plus, c'est la popularité à 30%. Non, c'est l'impopularité à plus de 70%. Et il descend jamais en dessous d'un certain niveau, comme si voilà, c'était la limite. Non, franchement, je pense que au-delà de ça, Monsieur Macron, aujourd'hui, symbolise le président des riches au service de la finance et de BlackRock. Je pense que depuis plus d'1 an, depuis la mobilisation sur des gilets jaunes et aujourd'hui, tous les secteurs salariés, vous avez des avocats, vous avez des danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris, voilà. Il a réussi à rallier contre sa politique et sa personne une majorité de Français et Françaises, et il dirige et il gouverne
pas pour l'intérêt général, mais pour 20% de la population sur lesquels il espère pouvoir être, grâce auxquels il espère être au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec Marine Le Pen peut-être qui s'est présentée aujourd'hui, en tout cas, l'instrumentalisation de l'extrême droite et de ces thématiques. C'est absolument déplorable. Je pense que une grande partie de la population l'a compris aujourd'hui et que le retrait de cette réforme, de cette mauvaise réforme, participerait à affaiblir ce pouvoir macroniste qui est aujourd'hui en roue libre et qui doit être stoppé maintenant par la grève et en 2022 par l'élection. Merci Danielle Obono, députée La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris.